Adam Smith, l'homme est un animal qui pratique l'échange. Né à Kirkcaldy en Écosse en 1723, le père de l'économie moderne devient très tôt lecteur à l'université d'Édimbourg, puis à celle de Glasgow où il est nommé professeur de philosophie morale en 1750. Dans les années 1760, il voyage en France et en Suisse avec un jeune aristocrate fortuné dont il est le précepteur. Familiarisé avec la pensée de David Hume, il a la chance de rencontrer en France les économistes Quesnay et Turgot. De retour en Écosse, il s'attelle à l'écriture de Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, avant de renouer avec les charges officielles en tant que commissaire aux douanes. Nommé recteur de l'université de Glasgow en 1787, il s'éteint 3 ans plus tard à Édimbourg. L'Écossais Adam Smith est souvent considéré comme l'économiste le plus important que le monde ait connu. Les concepts d'échange et d'intérêt personnel qu'il explore, les différents types d'accords et d'intérêts, l'intérêt commun entre autres, qu'il discerne, demeurent des sujets passionnants pour les philosophes. Comme son contemporain genevois Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith postule que l'être humain est mû en partie par l'empathie, la compassion envers autrui, et en partie par le sens de son intérêt personnel. Mais ce sens de l'intérêt personnel est le trait dominant et il représente par conséquent le meilleur guide pour analyser le comportement humain. Smith estime que l'observation de la société en apporte la confirmation. Son approche peut donc être considérée comme empiriste. Dans l'un de ses plus célèbres passages où il examine la psychologie de l'échange, il explique que le plus souvent, au début de l'échange, l'une des parties s'efforce de faire valoir à l'autre la chose suivante. Le meilleur moyen pour toi d'obtenir ce que tu veux, c'est de me donner ce que je veux. En d'autres termes, nous nous adressons non à l'humanité de l'autre, mais à son amour de lui-même. Pour Smith, le fait d'échanger des objets utiles est une caractéristique propre à l'homme. On n'a jamais vu, écrit-il, des chiens échanger leurs os, et lorsqu'un animal désire obtenir quelque chose, sa seule façon d'y parvenir est de se gagner les faveurs de ceux dont il quémande les services. Certes, les hommes ont parfois recours à la flagonnerie la plus servile pour obtenir quelque chose, mais on ne peut employer ce moyen pour satisfaire chacun de nos besoins quotidiens, car la vie requiert la coopération et le soutien d'une foule de gens. Aucun de ces services ne saurait dépendre de la seule bonne volonté de chacun. C'est bien pourquoi l'homme est un animal qui pratique l'échange. Dans son analyse de l'apparition des économies de marché, Smith avance que c'est notre aptitude à pratiquer l'échange qui a mis fin à la nécessité autrefois universelle de l'autosuffisance économique. En des temps reculés, chaque personne, ou du moins chaque famille, devait produire elle-même tout ce dont elle avait besoin. Mais grâce à l'échange, chacun a pu se limiter à la production d'un nombre de plus en plus réduit de denrées, jusqu'à n'en plus produire qu'une seule, ou à ne proposer qu'un seul service, qu'il peut échanger contre tout ce dont il a besoin. L'invention de la monnaie, qui a fait disparaître la pratique du troc, a encore révolutionné le processus. Dès lors, estime Smith, seuls ceux qui sont inaptes au travail ont encore dépendu de la charité. Tous les autres ont pu accéder au marché pour échanger le produit de leur travail contre les produits du travail des autres. Dès lors que chacun n'a plus été tenu de produire lui-même tout ce dont il avait besoin, on a vu apparaître des gens possédant des savoir-faire particuliers, des métiers, boulangers, charpentiers, etc. Puis, parmi les travailleurs, ce que Smith appelle une division du travail, c'est-à-dire la spécialisation. Les individus ne produisent plus seulement un seul type de denrée, mais ils n'assument qu'un seul type d'opération dans le processus de production de cette denrée, qui est réparti entre plusieurs personnes. Smith illustre l'importance de la spécialisation dans les premiers chapitres de son chef-d'œuvre « La richesse des nations », en montrant comment la production de simples épingles est radicalement améliorée par l'adoption du système de la manufacture. Alors qu'un homme travaillant seul parviendra difficilement à produire 20 épingles par jour, un groupe de 10 hommes, assumant chacun une tâche différente, est en mesure d'en produire 48 000 par jour.
Smith était évidemment très frappé par l'accroissement spectaculaire de la productivité du travail durant la révolution industrielle. Les artisans à l'ancienne mode ne pouvaient survivre dans un tel monde, où même si les philosophes tendaient à se spécialiser dans telle ou telle branche de leur discipline, logique, éthique, épistémologie et métaphysique. La division du travail augmentant la productivité et permettant à chacun de travailler d'une manière ou d'une autre, puisqu'elle dispense d'acquérir un savoir-faire spécifique, Adam Smith estime qu'elle peut conduire à la prospérité pour tous, pour peu que la société soit bien organisée. Dans des conditions de parfaite liberté, le marché doit mener à une parfaite égalité. Une société dans laquelle chacun est libre de poursuivre ses intérêts propres, tant que ceux-ci ne contreviennent pas aux lois de la justice. L'égalité dont parle Smith n'est pas une égalité des chances, mais une égalité des conditions. En d'autres termes, son but n'est pas de créer une société divisée par la compétition, mais une société réunie par des échanges basés sur les intérêts personnels réciproques. Il ne s'agit donc pas pour Smith de donner la liberté aux gens pour la seule raison qu'ils la méritent. Laisser les individus libres de poursuivre leurs intérêts propres sera bénéfique à la société tout entière, car la main invisible du marché, et sa loi de l'offre et de la demande, régule les quantités de marchandises disponibles et détermine leur prix bien plus efficacement qu'aucun gouvernement ne pourra jamais le faire. Bref, selon Smith, la poursuite de l'intérêt individuel, loin d'être incompatible avec l'objectif d'une société égalitaire, est au contraire le meilleur moyen de garantir l'égalité. Dans une telle société, le gouvernement peut et doit se limiter à n'assumer que les fonctions essentielles de l'État, comme la défense, l'administration de la justice ou l'éducation, et les impôts peuvent être allégés en conséquence. Et de même que l'échange peut fleurir à l'intérieur des frontières nationales, de même il peut prospérer par-delà leurs frontières, sous la forme du commerce international, un phénomène en plein essor à l'époque où vivait Smith. Smith reconnaît néanmoins que la notion de marché libre pose des problèmes, en particulier celui du niveau des salaires. Il note également que si la division du travail a d'immenses avantages pour l'économie, le travail répétitif n'est pas seulement ennuyeux, il peut être destructeur pour les êtres humains, et c'est pourquoi il dit que l'État doit imposer des restrictions à l'organisation de la production en ligne. Quoi qu'il en soit, lorsque La richesse des nations fut publiée en 1776, sa doctrine du libre-échange et de la libre concurrence sembla révolutionnaire, non seulement parce qu'elle s'en prenait aux privilèges, au corporatisme et au monopole, mais aussi parce qu'elle développait l'idée que la richesse d'une nation ne repose pas sur ses réserves d'or, mais sur son travail, ce qui allait à l'encontre de toute la pensée de l'époque. La question du caractère révolutionnaire de la pensée d'Adam Smith a été un thème récurrent du long débat suscité en Angleterre par la Révolution française de 1789. Pour l'historien de l'époque victorienne Henry Thomas Buckle, La richesse des nations a été probablement le livre le plus important jamais écrit. Certains critiques considèrent que Smith a tort lorsqu'il affirme que l'intérêt général et l'intérêt de consommateur sont la même chose, et que le libre-échange est bénéfique à tous. Il est certain que, même si Smith éprouvait de la sympathie pour les victimes de la pauvreté, il n'est jamais parvenu à équilibrer dans son système les intérêts des producteurs et ceux des consommateurs, ni à y intégrer le travail domestique, assumé en grande partie par les femmes, alors même que ce travail contribue largement au fonctionnement de la société. Pour ces raisons, mais aussi du fait de l'essor du socialisme au XIXe siècle, l'influence de Smith a fini par décliner. Cependant, certaines de ses idées ont ressurgi dans les débats de la fin du XXe siècle. Citation : les plus grands progrès dans les forces productives du travail sont dus à ce qu'il semble à la division du travail. La société civilisée repose à tout moment sur le besoin du concours et de l'assistance d'une grande multitude d'hommes.